Dimanche 2 juin de l'an 2019, nous sommes sur l'invité. Bonjour à tous, bonne fête des pères à vous tous qui nous suivez en ce moment et qui êtes pères, évidemment. Nous avons le plaisir de recevoir pour vous l'honorable Gérard Gbinouchi. Bonjour. Bonjour. Bonne fête des pères à vous. Merci. Vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous êtes le premier élu d'ailleurs de la 8e législature à avoir déclaré vos biens à la Cour suprême. Vous êtes président de la Commission des finances et des échanges. C'est bien ça? C'est bien ça. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin en compagnie de Kader Achirou. Bonjour. Bonjour à vous, Nani Diwan, chers amis internautes, bonjour. Bonjour à vous, honorable Gbinouchi. Bonjour, cher ami Calais. Alors, vous avez suivi, comme tout béninois, le Conseil des ministres en date du mercredi dernier. Alors, quels ont été les sentiments qui vous ont animés après avoir pris connaissance des résultats de l'inspection générale des ministères? Merci beaucoup. Le premier constat, c'est que je note que malgré la lutte implacable que mène le gouvernement du président Patrice Talon contre la corruption, je remarque que la corruption a la peau dure et que les cadres à divers niveaux ne démordent pas. Rien qu'à voir les cas de malversation qui ont été découverts par les services de contrôle, je me dis, cette lutte-là, on ne la gagnerait pas du jour au lendemain, ce serait une lutte de longue haleine. La deuxième chose, je note que le président Patrice Talon reste droit dans ses bottes, c'est-à-dire il ne démord pas, il continue cette lutte et je pense que nous devons le soutenir pour que vraiment nous puissions éradiquer la corruption dans notre pays parce que la corruption nous fait perdre beaucoup d'argent qu'on aurait pu utiliser donc à autre chose pour le bonheur de nos populations. Mais cette corruption a la peau dure et c'est ensemble, main dans la main, que nous devons mettre derrière ce gouvernement pour qu'on l'éradique. Mais malgré les différentes réformes mises en place par le gouvernement actuel, avec la création de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, pourquoi le mal persiste? Non, vous savez que à chaque fois qu'il y a des règles qui sont établies pour pouvoir empêcher les voleurs de voler, les voleurs aussi sont ingénieux, imaginent tout ce qu'il faut pour passer par les mailles, pour contourner la loi, puisque leur objectif, c'est de voler. Et ils mettent tout à leur disposition pour voler. Et c'est celui qui ne veut pas qu'on vole qui doit toujours être en veille permanente et savoir qu'il en serait ainsi et à chaque fois imaginer encore d'autres stratégies pour toujours les épingler. Donc c'est cela. Et on peut dire que le chef de l'État est en veille permanente. On a suivi son dernier discours à l'endroit de la nation où il a réaffirmé donc son engagement à lutter contre la corruption. Il a également tendu la main aux opposants. Bien sûr, une main tendue qui n'est pas très bien perçue par les opposants? Ben, c'est chacun dans son rôle. Je pense que le chef de l'État, lui, il est sincère dans son discours. Quand vous le suivez, il a dit que très prochainement, il invitera toute la classe politique en vue d'un dialogue franc et sincère. Moi, je pense qu'il est sincère en le disant parce qu'il veut quand même que le calme, la calmie retrouve notre navire, le Bénin, et que les filles et les fils du Bénin commencent à parler de la même voix. Mais je déplore que, au lieu que cela trouve écho favorable auprès de toute la classe politique, des opposants en particulier, j'entends certains dire qu'ils voient plutôt en cette main tendue un coup de poing. Et moi, je pense qu'il faudrait que nous sachions raison garder et que si nous aimons vraiment notre pays, le Bénin, nous devons savoir que dans un pays, même en période de guerre, ce qui met fin à la guerre, c'est le dialogue. C'est les assises, les pourparlers pour mettre fin à la guerre. Et nous ne sommes pas en guerre, nous sommes en difficulté. Et dans toutes les maisons, dans tous les foyers, lorsqu'il y a difficulté, cela finit toujours sous l'arbre à parlable. On s'assoit, on dialogue, on parle et on arrive donc à converger désormais les points de vue qui étaient divergents pour retrouver donc le cas de la sérénité. Donc tous ceux qui sont patriotes, qui aiment ce pays, qui savent que nous ne pouvons pas brûler notre pays simplement pour une élection législative à laquelle on n'a pas pu participer. 4 ans dans la vie d'une nation, c'est comme un jour. Notre nation, le Bénin,
a des milliers d'années à faire dans son histoire. Et 4 ans, ça ne signifie rien. Rater l'élection législative, moi je pense que c'est une petite parenthèse qu'il faut vite oublier, se repositionner, faire son examen de conscience et savoir que faire pour rattraper le navire Bénin qui est en route inexorablement. Le navire là ne va pas s'arrêter, le train ne va pas s'arrêter. Donc que faire pour reprendre le train? C'est à cela qu'il faut penser. Et c'est à cela que moi j'invite nos chers amis d'en face, nos frères qui sont dans l'opposition, qu'ils n'ont qu'à aimer ce pays, montrer qu'ils sont des patriotes et puis savoir que l'appel au dialogue que le chef de l'État fait est une main qu'il faut forcément saisir pour que les filles et les filles du Bénin commencent à parler encore de même temps. Alors, honorable général Bouillonsi, ces opposants ne voient pas les choses de cette façon. Ils estiment que le Bénin est en période de crise, et ils exigent la reprise du processus électoral et que la situation est en crise et qu'il faut appeler une ingérence de la communauté internationale. Je pense que les opposants sont dans une position très excessive. Et c'est ce qu'on a noté depuis le début du processus électoral. La position qu'ils ont adoptée, qui a fait qu'ils sont allés dans le décor, qu'ils sont passés à côté. S'ils ne révisent pas cette position, s'ils continuent d'aller dans ce sens, ils iront de décor en décor. Et la marche ne va pas être arrêtée. Le processus continuera. C'est inimaginable de penser que le processus qui est allé jusqu'à son terme, où on a fini de lire les députés, qu'on a installé la 8e législature, que le bureau de l'Assemblée a été élu, les différentes commissions installées, et que nous nous apprêtons maintenant à désigner les représentants du Bénin dans les parlements régionaux qui nous attendent et qui ont même envoyé des émissaires à l'Assemblée nationale pour voir dans quelle mesure le Bénin participe à ces différents parlements, qui est une sorte de caution déjà à la 8e législature. Je pense que les opposants doivent refuser leur position et prendre acte de ce qui est arrivé, leur est arrivé, et arrêter de croire de façon imaginaire qu'on puisse encore arrêter le processus. Le processus ne peut plus s'arrêter, ce n'est pas possible. Ça, c'est un rêve qu'il faut qu'il arrête cela. Ça ne peut pas s'arrêter, nous devons continuer. Qu'il change donc de stratégie, qu'il change de discours et revienne à de meilleurs sentiments pour retrouver donc le navire du Bénin. Ils appellent à une ingérence étrangère. Je pense que s'ils savent ce qu'on met dans ingérence étrangère, s'ils sont des patriotes, ils aiment leur pays, n'ont jamais voulu évoquer ce thème d'ingérence étrangère. Dans tous les pays où c'est arrivé, où des forces étrangères, des puissances étrangères sont descendues dans certains pays ou sous le couvert du vocable ingérence humanitaire, est-ce que la paix recherchée est revenue dans ces pays? Je ne pense pas. Le cas de la Libye est là patent, qui est évocateur. Est-ce que les Libyens ont retrouvé la paix? Non, je ne pense pas. C'est plutôt à une guerre civile, qui ne dit pas son nom, à laquelle nous sommes en train d'assister. On sait quand ça commence, mais on ne sait jamais quand ça finit. Quand les institutions étrangères, les puissances étrangères passent dans un pays, tout trépasse. Tout, la paix, la sérénité, l'économie, le social, tout trépasse. Et nous ne devons jamais souhaiter cela. Et je pense que ceux qui l'ont dit, ils doivent être en train de le regretter déjà parce que d'autres voix dissonantes se sont fait entendre dans leur propre camp, le camp de l'opposition, pour les désavouer. Ils doivent être en train de faire leur examen de conscience et savoir que c'est la langue qui leur a fauché et ils ne doivent pas aller dans ce sens. D'ailleurs, je ne vois aucune institution, aucune puissance étrangère faire écho à cet appel, en ce sens que le Bénin n'est pas dans une situation telle qu'on puisse imaginer un scénario pareil. Nous ne sommes pas dans une crise pareille qui puisse faire le lit à une ingérence étrangère. Je ne pense pas. Nous avons quelques secousses sur le chemin donc, du processus électoral, mais qui rentreront dans l'ordre, qui sont en train d'ailleurs de rentrer dans l'ordre. Et je pense que le Bénin n'irait pas jusque-là.
Alors, honorable Gérard Guenouchi, cette 8e législature a été installée quand même sous haute surveillance militaire. Après, tout est allé très vite. Nous avons connu donc le nom du président de l'Assemblée nationale, un certain Louis-Yves Lavonu, député donc à l'Assemblée nationale, président actuel de la 8e législature. Est-ce que vous êtes fier de représenter les populations? Oui, vous le dites. Je dis, nous sommes fiers. Vous posez cette question parce que il y a eu des stéréotypes qui ont été véhiculés abondamment dans l'opinion et dans les médias pour vilipender la 8e législature. Certains parlent d'assemblée illégitime, illégale, mais moi je pense que c'est une assemblée légale. Légale en ce sens que nous avons conduit le processus électoral dans le strict respect des lois que nous sommes données, la charte des partis politiques, le code électoral. Et sur le parcours du processus, vous avez vu la Cour constitutionnelle, qui est l'organe régulateur donc, du fonctionnement régulier des institutions de la République, a validé tous les processus. Ceux qui n'ont pas été d'accord ont saisi des tribunaux de droit commun qui ont rendu des décisions pour les désavouer, pour approuver ce qui a été fait. Ça veut dire quoi? Que le système, le processus est légal sur tout son parcours. En termes de légitimité, on parle de légitimité lorsque l'institution qui est issue des élections est acceptée par la population. Moi, je pense que c'est une frange de la population, une petite portion, un petit pourcentage de la population, je peux dire les opposants, qui sont une minorité, mais qui jacassent, qui crient plus fort et à coup d'intoxication, de menaces. Si je prends le taux de participation qui est autour de 27,2% et qu'on dit que majoritairement les Béninois ont rejeté cette élection, moi je dis non. Les gens sont restés à la maison parce qu'on a créé une telle psychose dans le pays pour faire croire que le jour des élections, il y aurait la guerre, qu'on viendrait tirer dans la foule. On a fait peur aux populations que les djihadistes viendront le jour des élections. Moi, chez moi, j'ai fait campagne dans la ferveur, dans la liesse populaire telle que nous en avions l'habitude. Et le jour des élections, mais certains ont été réticents et me l'ont dit qu'ils ont peur, qu'on dit qu'il y aura guerre. J'ai passé tout le temps à expliquer qu'il n'y aura pas guerre. Pendant les meetings, les gens reviennent sur ça pour dire nous sommes d'accord pour aller voter, mais on nous dit qu'il y aura guerre. On leur explique qu'il n'y aura pas guerre. Mais les gens ont peur pour leur vie et sont restés à la maison. Ils ne se sont pas abstenus d'aller voter parce qu'ils désapprouvent le processus, mais ils sont restés à la maison par peur de tomber sous les balles d'hypothétiques djihadistes qu'on a agité dans l'opinion. Donc moi je pense que si je vais chez moi, dans ma circonscription électorale, je suis légitime parce que je sais combien de gens ont voté pour moi. Dans les élections passées, la 7e législature, j'ai été élu avec 15 000 voix. Mais cette fois-ci, je suis élu avec 21 000 voix. Et qu'on dise que je suis illégitime, mais je ris, je suis très légitime. Et dans l'autre circonscription, nous avons fait 74 000 voix, un fort pourcentage, ce qui prouve que nous sommes légitimes. Et qui d'entre ceux qui disent que nous sommes légitimes, eux, peuvent-ils aller se présenter dans notre circonscription? Qui les connaît? Qui va les élire? Nous pensons que nous sommes légitimes. Et tous les députés qui sont élus sont légitimes partout. On regrette que dans des circonscriptions données, le taux de participation ait pu être faible, ce qui est à déplorer. Mais vous savez ce qui s'est passé dans ces circonscriptions, où on a brûlé des urnes, on a saccagé des instruments électoraux, des matériels électoraux. Donc c'est tout cela qui a semé la psychose qui a fait que les gens se sont terrés chez eux et n'ont pas pu sortir, non pas parce qu'ils désapprouvent le processus, mais justement par peur pour préserver leur vie. Donc je pense que la 8e législature est légale, parfaitement légale et parfaitement légitime. Pour preuve, les parlements régionaux attendent la 8e législature du Bénin pour travailler ensemble avec elle. Nous sommes approuvés, légitimes, au plus fort du thème même. Alors, une 8e législature, comme je le disais, présidée par Louis-Yves Lavonu. Vos impressions? Mes impressions, j'en profite pour féliciter le président Louis-Yves Lavonu, qui a été donc plébiscité, a été élu avec une forte majorité.
je pense que il est à sa 5e mandature, donc c'est un homme pétri d'expérience qui connaît la maison parlementaire, l'institution parlementaire, qui a de l'expérience. Nous, députés, nous avons pleinement confiance en lui, qui peut donc conduire cette 8e législature avec quiétude sur le chemin donc, qui a été balisé parce que l'Assemblée nationale a déjà une culture tracée par les différents présidents successifs qui l'ont présidé, à partir donc, du président le maître Adrien Mbedi, Dikola Olé, le président Bruno Amoussou, et enfin le président Mbedi qui a fait la 7e législature, qui a mené des projets ambitieux pour la modernisation de l'Assemblée nationale, pour permettre qu'on puisse numériser tous les travaux de l'Assemblée nationale, éviter qu'on traîne des paperasses, la radio-hémicycle, pour couvrir tous les territoires et permettre que les populations suivent tous les débats sur toute l'étendue du territoire national, suivent les débats à l'Assemblée nationale. Nous envisageons même de commencer à faire suivre par les populations certains travaux en commission, étant donné que par le passé, il n'en était pas ainsi, parce que les grands débats, les vrais débats ont eu lieu au niveau donc des travaux en commission, faire voir aux populations comment nous travaillons pour pouvoir rapprocher la 8e législature des populations et leur permettre donc d'adopter cette législature. Nous voulons nous rapprocher des populations et éviter ce hiatus qui existe entre les populations et nous qui fait qu'elles ont une certaine désapprobation par rapport aux députés. Nous nous voient que le jour où nous venons lever la main pour dire j'ai voté, c'est ça seul qui connaissent des députés. Nous avons voulu changer cette image. Je pense que c'est cela. Le président Louis Vlavono a dit que nous allons continuer les réformes pour permettre que les choses se fassent autrement, plus autrement à l'Assemblée nationale, pour changer cette image négative que les populations de l'Assemblée nationale et aussi aller sur le volet du contrôle de l'action gouvernementale, parce que notre règlement intérieur nous offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de possibilités pour pouvoir donc contrôler efficacement l'action du gouvernement. Sur ce pan, la 7e législature a été critiquée. Nous voulons que cette fois-ci, cela change et que le député puisse jouer pleinement son rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Moi, je préside la commission des finances et des échanges. Selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, beaucoup de possibilités sont offertes à cette commission qui peut même aller faire des contrôles, diligenter des contrôles d'entreprise pour aller vérifier ce qui se passe dans les entreprises d'État. Nous pensons que cette fois-ci, nous allons jouer ce rôle. Plaise à Dieu qu'on nous mette les moyens à disposition. Si nous avons les moyens, nous allons travailler et séduire même nos populations. Alors, nous séduire vos populations, la 8e législature elle est installée, le débat est clos finalement. Alors, quels sont les impératifs et les missions de cette législature? Voilà, les impératifs, et j'ai commencé à le dire quand je suis intervenu tout à l'heure. Le président Vlavonu, quand il a fait son premier discours après son élection, il a bien dit que nous avons du boulot qui nous attend et nous allons continuer de travailler pour que nos délibérations rendent témoignage de ce que nous sommes, que désormais nous soyons l'image de l'Assemblée nationale. Beaucoup de travaux donc, de modernisation de l'Assemblée nationale étaient en chantier. Je pense que ces chantiers seront poursuivis et d'autres chantiers ouverts pour permettre que l'Assemblée nationale puisse véritablement jouer son rôle d'institution de la République, un rôle de contrôle de l'action gouvernementale, de vote de lois pertinentes pour la République. En ce qui concerne le vote des lois sur ce volet, je pense que ce qui est en train d'être prévu, c'est même que désormais, le vote des lois ne se fasse plus seulement dans les 4 murs de l'Assemblée nationale, mais lorsqu'il y a une loi à voter, que cette loi fasse l'objet de débats publics, que des sachants soient invités, les différentes couches de la société, de notre société, soient invités à débattre autour de ces lois, que les populations puissent apporter leur point de vue par rapport à ces débats, notamment par le processus de reddition des comptes, de brainstorming envers les populations, par ce qu'on appelle le député sur la route du village.
Tout cela donc sera réactivé, tel que l'a dit le président Vlavonou, pour que les populations sentent désormais qu'elles participent donc à l'étude des lois qui sont votées de au niveau de l'Assemblée nationale avant que ces lois ne soient votées. Alors, honorable Chirac Benoîti, vous croyez toujours formellement aux actions du chef de l'État? Et oui, je pense que je n'ai pas encore changé d'avis parce que je n'ai pas encore vu l'homme changer. Si nous avons accepté d'accompagner le chef de l'État, le président Patrice Talon, c'est parce que depuis sa campagne, tous les thèmes qui ont meublé sa campagne nous ont permis de constater que c'est un homme qui vient pour apporter un plus au Bénin, pour venir changer la manière dont les choses se font au Bénin, jusque-là, pour réformer le Bénin, parce que le Bénin avait besoin de réformes. Nous étions tombés si bas. Les mauvaises pratiques, la mauvaise gouvernance ont fait le lit dans notre pays à la corruption. J'en veux plus preuve. Tous les éléphants blancs qui existent dans notre pays, qu'on peut évaluer à des milliers de milliards. J'en veux pour preuve le siège de l'Assemblée nationale en Constitution. Si vous allez à Porto-Novo, traversez le pont, vous allez voir ça. 22 milliards engloutis sans qu'on ne puisse avoir un bâtiment habitable. Je pense que le président Patrice Talon a martelé le vœu de mettre fin à tout cela. Il a dit qu'il ne laissera aucun éléphant blanc, qu'il va réformer le Bénin, qu'il va restaurer les valeurs de la crainte du bien public, qui va restaurer les valeurs de l'amour du pays pour mettre fin à la corruption, sécuriser les ressources publiques et les orienter vers la réalisation d'infrastructures socio-communautaires qui permettent que les Béninois puissent vivre mieux. Et c'est pour cela que nous avons adhéré à tous ces projets. Nous avons dit, nous l'accompagnons. Et à l'œuvre, nous sommes encore plus séduits, étant donné qu'il est en train de mener tous ces travaux avec rigueur, pas avec la précipitation, avec le saupoudrage. Non, vous avez vu le temps qui a été mis pour faire les études. Pendant ce temps, les gens s'impatientaient et criaient et disaient qu'ils ne sont pas sûrs que le président Patrice Talon puisse réussir son premier mandat. Mais il qualifiait même, ce gouvernement de gouvernement maquette, qui ne présente que des maquettes. Mais le temps a été mis pour finir les études, pour rechercher les financements. Et une fois, vous avez vu, les travaux ont commencé et actuellement, vous pouvez avoir l'impression que tout le Bénin est en chantier. Vous êtes à Cotonou, regardez le nombre de rues qui sont prises en compte par le projet asphaltage. Et tous les travaux sont en cours au même moment. Moi, je rencontre des gens qui me demandent, mais honorable, où a-t-il trouvé de l'argent pour lancer tous ces travaux au même moment? Est-ce qu'il peut continuer? Est-ce que ces travaux vont finir? J'ai dit, mais oui, tous les financements sont bouclés avant que les travaux ne commencent. Et j'ai foi que tout cela irait à son terme. Donc, l'homme n'ayant pas changé, l'homme étant donc à l'œuvre, je vois qu'il maintient le cap, qui n'est nullement émoussé par les agitations des uns et des autres, de ceux qui veulent remettre tout en cause pour revenir aux anciennes pratiques médiocres. Et tout cela ne le meut de guère. Il continue droit dans ses pieds. Moi, je pense que nous n'avons aucune raison de ne pas continuer à le soutenir. Moi, je suis d'autant plus fier et je suis certain qu'à la fin de son mandat, tel qu'il avait dit, nous allons l'acclamer. Nous allons l'acclamer, parlant du chef de l'État Patrice Talon, de son soutien de la 8e législature. Il y a une question qui continue d'agiter les uns les autres, c'est la question de la révision de la Constitution. Alors, est-ce qu'elle fera à nouveau tapis? Si éventuellement elle fait tapis, quelle serait la procédure pour que ceux qui ne sont pas au sein de ce Parlement puissent être, pour que leurs recommandations puissent être prises en compte? Bon, moi, je ne parle pas de la révision de la Constitution. Je ne sais pas si elle sera à l'ordre du jour, ça, je n'en sais rien. Mais je sais que le chef de l'État, dans son intervention, a souhaité que l'Assemblée nationale reprenne les lois querellées, à savoir la charte des partis politiques et le code électoral, les revisite pour pouvoir donc en extirper toutes les imperfections ou les couacs qui ont été des goulots d'étranglement qui n'ont pas permis à ce que certains partis politiques n'aient pas pu franchir le cap du ministère de l'Intérieur pour la mise en conformité et c'est pour d'autres le cap de la CEDA pour la validation de leur dossier pour les élections législatives. Il a souhaité
que l'Assemblée nationale revisite ses lois. Je pense que nous sommes dans cette logique. La 8e législature, très tôt, je pense que serait à l'ordre du jour le bureau de l'Assemblée nationale, la conférence des présidents seront certainement donc saisis à nouveau, vont se saisir à nouveau de ces dossiers, puis les réflexions vont s'ouvrir. Je pense que nous irons à des relectures chirurgicales de certaines, non pas à remettre tout en cause pour revenir à l'ancien système comme le souhaitent certaines personnes. Non, il n'en sera pas question. Nous allons retoucher ce qu'il faut retoucher juste pour permettre de faciliter le passage à certaines personnes qui ont été recalées. Je pense, s'il ne tenait qu'à moi, je n'allais pas opter pour cela, étant donné que, malgré qu'on dise que les lois sont dures, c'est les lois quand même. Et certains partis politiques ont pu passer. Mais étant donné que d'autres n'ont pas pu, et on souhaitait qu'on puisse retoucher, que le chef de l'État est dans cette logique, nous sommes là pour accompagner cela, tendre la main, essayer de repêcher des gens tels que nous l'avons souhaité avant que ça n'a pas marché. Oui, retoucher ces lois, je suis pour, nous allons retoucher, mais ce seraient des retouches mineures, pas pour revenir à l'ancien système. Nous avons déjà ce à quoi nous pouvons nous en tenir. Vous savez que quand la mission avait été confiée au président Adrien Humbedji, qui avait mis sur pied un comité paritaire, le comité paritaire avait recueilli les propositions de tous les partis politiques et les a agrégées pour sortir donc une feuille de route qui traçait les articles à toucher. Et ça avait fait consensus. Et tous les partis avaient signé ça. Tant la minorité que la majorité avaient signé. Je pense que nous serons obligés de retourner à ce document pour l'exploiter à bon escient afin de pouvoir mettre à jour les tests au regard donc, de ce qui a fait consensus. Alors, honorable Jacques Bounonchi, pour finir, il y a la construction d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale qui est annoncé. Pourquoi l'abandon de l'ancien siège après 22 milliards engloutis, comme vous l'avez évoqué tout à l'heure? Merci beaucoup. Oui, si le gouvernement est arrivé à prendre cette décision, tout est parti de l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il y avait eu un audit technique sur le siège de l'Assemblée nationale en cours et les résultats de cet audit étaient tombés. Et les experts qui ont fait ces audits sont venus exposer à l'Assemblée nationale les résultats de leur audit. Mais c'était stupéfiant. Quand vous écoutez ces résultats, vous tombez à la renverse parce qu'on a dit ce qui est fait là, c'est inamitable. Il y a trop de malfaçons. Et même le bâtiment qui est là a poinçonné déjà. Poinçonné, ça veut dire que ça a décliné déjà. C'est en déclinaison, au point où, quand on va finir de construire, et il y aura, après les charges vivantes là-dessus, on n'est pas sûr que ça ne va pas s'effondrer. Et personne ne peut prendre le risque de continuer d'engloutir des ressources dans des bâtiments que les experts disent déjà ne pas pouvoir supporter des charges vivantes après. La catastrophe serait grande et qui peut accepter d'endosser cette responsabilité au moment opportun. C'est pour ça qu'à l'Assemblée nationale, le jour-là, vous avez vu, les députés unanimement ont dit on abandonne ce site, que le choix doit aller vers un autre site pour reconstruire carrément du neuf. Parce que même ce qui est là, on a englouti 22 milliards. Sur 14 milliards de prévus, de prévisions, on est allé à un excédent de 8 milliards, donc on a fait 22 milliards. Et malgré cet état, on n'a pas fini. Et on dit que pour finir, il faut encore 22 autres milliards pour finir. Ça va faire 44 milliards. Alors que d'autres pays, le Burkina, le Togo, sont restés dans la fourchette de 10 milliards, 12 milliards et ont construit des sièges impeccables qu'ils habitent déjà. Donc nous, au Bénin, de 14 milliards, on est allé à 22. Et à 22, c'est inachevé. Il faut 22 autres milliards. Non, la décision a été prise qu'il faut abandonner ce site. Et le gouvernement, lors d'un dernier conseil des ministres, le compte rendu, vous avez entendu qu'un nouveau site a été identifié, à savoir le site de la direction de l'ancienne gendarmerie nationale. Et les études sont en cours et puis on va construire un autre siège, un nouveau siège pour l'Assemblée nationale, cette fois-ci sous talon. Je pense qu'il y aura à la rigueur
et personne ne peut détourner encore les fonds. Merci à vous, honorable Girard Benouchi. Nous sommes presque à la fin de l'entretien. Vous avez un mot de fin? Bon, mon mot de fin, c'est de vous remercier de m'avoir permis de me prononcer sur ces divers sujets. Je voudrais donc inviter mes collègues, les députés de l'Assemblée nationale, chacun en ce qui le concerne, à tout faire pour aller déclarer ses biens, parce qu'on l'a demandé. Il faut que nous le fassions pour ne plus essuyer des critiques sur ce plan-là. Et aussi souhaiter donc bonne mandature à tous mes collègues et demande au peuple béninois de garder sa sérénité. J'invite à la paix, telle que le font toutes les associations, toutes les têtes religieuses, tous les gardiens de nos traditions qui appellent à la paix. Je m'associe à leur voix pour dire qu'il faut la paix dans notre pays. Sans la paix, nous ne pouvons rien faire de potable pour notre pays. La guerre, ceux qui appellent la guerre, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Quand ça commence, on le sait, mais quand ça finira, et nul n'est épargné. Si nous aimons notre pays, nous ne devons jamais souhaiter la guerre pour notre pays. Jamais. Comme l'a dit le Monseigneur de Souza, ça doit nous servir de repère. Nous ne devons jamais souhaiter la guerre pour notre pays. Merci à vous, honorable Girard Benouchi. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale. Vous êtes le président de la Commission des finances et des échanges. Vous êtes d'ailleurs le premier élu de la 8e législature à avoir déclaré vos biens à la Cour suprême. Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous recevoir sur ce plateau. Kader Achirou, merci à vous d'avoir conduit l'entretien avec moi. Une phrase forte qu'on retient donc de cet entretien, c'est une Assemblée nationale légale. Le processus a été conduit dans le strict respect des lois. Et l'honorable Girard Benouchi est bien fier de représenter les populations à cette 8e législature. Merci, portez-vous bien et bonne fête des pères. Au revoir.